Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez dans cette nouvelle édition. Voici les titres de ce 20h. Lancement des épreuves du baccalauréat session de juin 2017 ce matin au Bénin. 115 255 candidats vont à l'assaut de ce premier diplôme universitaire. Les épreuves ont été officiellement lancées par le ministre de l'Enseignement supérieur. Jérôme Mongwa nous en dit plus. Démarrage de la phase pilote de l'aménagement des espaces libérés à Cotonou, Weiho et Misebo montrent les premiers signes de ce projet. Le constat de Jean-Claude James dans cette édition. Attention à la montée des eaux sur les côtes béninoises. L'alerte est donnée par l'Agence nationale de la prévention civile. À suivre les explications dans ce journal. Bienvenue si vous nous rejoignez direction la Marina. Le président Patrice Talon est rentré à Cotonou hier en fin d'après-midi, ce lundi matin. Il a présidé un conseil extraordinaire des ministres. Cette séance a été marquée par une forte charge émotionnelle. Le président Patrice Talon, qui a profité de son séjour en France pour y faire son bilan de santé, a dû prolonger son séjour pour des interventions chirurgicales. Il s'en est ouvert à ses collaborateurs lors de ce conseil extraordinaire qui a été sanctionné par un point de presse. Écoutons le communiqué officiel rendu public par le ministre d'État Pascal Irénée Koupaki sur des propos recueillis par Benoît Capo. Le Conseil des ministres s'est réuni en session extraordinaire ce lundi 19 juin 2017 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Au cours de la séance, le chef de l'État a indiqué aux membres du Conseil qu'il est en bonne santé. Il a cependant souligné combien il lui importe d'informer ses compatriotes des détails de son état de santé, tout en respectant une certaine pudeur propre à notre culture et à nos usages. Le président de la République a fait part au Conseil qu'il a subi une intervention chirurgicale au niveau de la prostate à l'occasion de son séjour à Paris. En effet, lors de son dernier bilan de santé, une lésion a été découverte à un stade précoce à l'intérieur de la prostate, ne franchissant pas la capsule prostatique. C'est cette lésion qui a nécessité une chirurgie mini-invasive le vendredi 26 mai 2017, permettant à ce stade une guérison sans recours ni à la chimiothérapie ni à la radiothérapie. À l'issue de l'opération, une complication digestive est apparue et a requis une deuxième intervention chirurgicale le 1er juin 2017, qui s'est également bien déroulée. Le chef de l'État tient à rassurer le peuple béninois qu'il est totalement rétabli, qu'il exerce pleinement ses prérogatives constitutionnelles et qu'il poursuit inlassablement la noble mission qui lui a été confiée. La session ordinaire du Conseil des ministres se tiendra ce mercredi 21 juin 2017 comme à l'accoutumée.
On quitte la Marina pour l'éducation. Le lancement officiel des épreuves du baccalauréat, toutes séries confondues, a eu lieu ce matin au CEG Centre de Zay, dans le département de l'Atlantique. Le ministre de l'Enseignement supérieur était accompagné pour la circonstance de 2 autres membres du gouvernement. Jérôme Mongbo, Yva Godopassi. Dans votre tête, dites-vous, s'il y a un candidat qui réussit, ça doit être moi. C'est un défi lancé par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique aux candidats de ce centre de composition pour le baccalauréat. Nous avons 608 candidats. Au total, 464 garçons et 144 filles. Et ce qui est vraiment important à souligner, on l'a dit tout à l'heure, nous avons 3 candidats pour la série C. Et parmi les 3 candidats, il y a justement une fille. Le CEG Zay Centre a été identifié comme centre de composition pour la première fois parce qu'il remplit les normes. C'est en ça que nous lançons un appel aux maires, aux élus communaux de nous aider à identifier les limites des collèges pour que nous on puisse les clôturer. Deuxièmement, il faut qu'il y ait de points d'eau et qu'il y ait de l'énergie électrique dans les établissements. Je suis ravi parce que c'est une première et c'est tout normal que je sois là pour encourager nos enfants. Ce lundi matin, la nature est clémente. Les compositions ont démarré normalement et le ministre encourage les candidats. D'être calme, serein, de bien travailler, de se dire que c'est un examen. Par rapport aux parents, nous les encourageons à soutenir leurs enfants et à leur montrer qu'il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir. Un invité de marque dans la délégation, le secrétaire général du CAMES. Pour moi, c'est également un honneur d'être là, de voir comment les candidats au bac, premier diplôme universitaire au Bénin, se préparent et vont être évalués. Après Zay Centre, la délégation ministérielle a constaté le bon démarrage du baccalauréat au centre de composition du CG1 d'Abomey-Calavi. On ne change pas de registre et parlant toujours du baccalauréat session de juin 2017. Le préfet du littoral était ce matin aux côtés des candidats du centre d'examen du collège Akpakwa Centre. Il est allé encourager les candidats et les mettre en confiance. William Tchoki nous en parle. CEG Akpakwa Centre, ce lundi 19 juin 2017, il sonnait 7 heures. Devant le portail du collège, un centre d'examen pour le baccalauréat. Les parents des candidats et autres accompagnateurs contraints de rester au dehors. Aussitôt le portail franchi, voici le tableau qui indique aux élèves candidats leurs différentes salles de composition. Ils sont parfois aidés par les gardiens des lieux. À quelques mètres, le secrétariat du centre d'examen. Ici, on donne les dernières consignes aux examinateurs avant de les envoyer vers leurs salles respectives. Entre-temps, l'autorité préfectorale pour constater le bon démarrage des épreuves écrites. Puis, le top est donné. Comment ça va? Vous allez bien? Vérification des enveloppes, distribution de la première épreuve écrite et on galvanise ces candidats à l'assaut du premier diplôme universitaire. Il faut juste être un moyen. Celui qui apprend régulièrement ses leçons aujourd'hui verra les épreuves comme un jeu. N'est-ce pas? Je vous souhaite beaucoup de courage et que la chance soit de votre côté. Le préfet du littoral ne s'est pas seulement contenté de venir lancer les épreuves en amont de cette organisation, ils étaient là. Hier dimanche, effectivement, il y a eu une vingtaine de cartes d'identité du candidat qui ont été distribuées sur place à la préfecture. Nous avons aussi pris une à nos dispositions pour la sécurité des centres d'examen et aux alentours des centres d'examen. C'est donc parti pour 3 jours de composition, soit 12 heures d'intense concentration face aux épreuves écrites pour décrocher le précieux sésame. Direction le Parlement, la gestion des groupes loués par l'État pour combler le déficit en énergie électrique du pays et les difficultés d'accès à l'eau potable dans certaines localités ont été au menu des questions orales avec débat au Parlement en cette fin de semaine. Face aux députés, le ministre en charge de l'énergie et de l'eau, Jean-Claude Osso. Guillaume Avienou pour les détails. Le gouvernement, invité par le Parlement, à s'expliquer entre autres sur la gestion des groupes loués par l'État pour contenir le délestage, mais aussi
sur les difficultés liées à l'approvisionnement en eau potable de certaines localités du pays, notamment les communes des collines. Le déficit en énergie électrique et la faible disponibilité en eau potable pourraient hypothéquer le développement du pays, pensent les parlementaires. L'exécutif s'active pour l'amélioration de la disponibilité de l'énergie électrique pour les ménages et entreprises du pays, mais aussi de l'accès à l'eau potable, assure le ministre. Il est revenu sur une longue liste de projets en cours d'exécution pour les uns, en conception pour les autres, dans le but d'inverser la tendance actuelle. Pour résoudre durablement ce problème et appuyer efficacement la relance de la croissance économique, le gouvernement inscrit donc dans son plan d'action pour le secteur de l'énergie 4 projets phares pour le secteur de l'énergie pour près de 761 milliards et 3 projets phares pour le domaine de l'eau pour un équivalent de 520 milliards de nos francs. C'est dire que ces deux secteurs recouvrent 7 projets phares sur les 45 projets phares que constitue le plan d'action du gouvernement. Mais malgré ces efforts, certaines localités semblent être oubliées, en l'occurrence Savalou, Banté et Ouessé. On parle d'eau souterraine, on parle de forage, assez de mesures d'accompagnement pour les communes environnantes et on saute la commune de Savalou. C'est ce qui est véritablement gênant. Quand on reconnaît très bien ce qui se passe en matière de pénurie dans cette commune-là, aucune mesure d'accompagnement, aucune. Par rapport à l'eau, nos pleurs ne doivent pas être les mêmes. À Ouessé, il y a un fleuve, il y a l'affluent du fleuve Opara. Il avait été dit par le gouvernement précédent qu'un barrage serait construit pour que, parce que cet affluent est si puissant, qu'on pourrait faire la retenue, qu'on pourrait construire le barrage qui allait même alimenter une partie de Saverne. Pour ces députés, les questions de l'accès à l'énergie électrique et à l'eau potable restent vitales pour le développement de cette partie du pays. Autre actualité, beaucoup de rumeurs ont suivi l'opération de libération des espaces publics et la volonté d'aménagement affichée par le gouvernement a été accueillie avec des doutes. Aujourd'hui, la phase pilote de l'aménagement a démarré. Jean-Claude James est allé constater, regardez. Grincement de dents, amertume, désolation, voilà quelques sentiments que la libération des espaces publics a suscité. Au démarrage de l'opération le 3 janvier dernier, la raison évoquée est d'avoir des villes qui respirent. Au-delà des discours d'annonce, les travaux ont commencé. Constat au quartier Misebo et Ouihro. Nous sommes en train de faire une opération pilote. On a commencé sans tapage pour que les Béninois découvrent. Ils disent, vous avez assez parlé, asphaltage, popularisation du parc et tout. Nous voulons voir du concret. On veut juste montrer une petite lucarne de ce que nos rues seront quand l'opération asphaltage va commencer. Je pense que c'est une très bonne chose que le président Talon est en train de faire. Je viens d'en faire le constat. Et une ville doit être embellie, l'environnement doit être embelli. Je crois que c'est une bonne chose. Ça nous inspire déjà l'avenir d'une ville très propre de Cotonou, que le reste maintenant à nous, la population et le gouvernement, de nous unir pour l'entretenir et la rendre plus belle. On est en train de réaménager la voie, de mettre de l'espace vert, de mettre du mobilier urbain pour que quand on va montrer ça, ce sera, allez voir à Ouihro comment tout Cotonou sera à la fin de l'opération asphaltage. Les gens oublient qu'on a besoin de faire des études. On oublie aussi que les éléphants blancs sont filles des études mal faites. En attendant le bout du tunnel, ces images préfigurent de ce que seront ces espaces libérés. Parlons de cette alerte. Les côtes béninoises risquent de connaître durant cette nuit une situation de mer agitée avec de vagues élevées et des vents forts et violents. Un phénomène dit de mer dangereuse après l'alerte donnée par le ministre de l'Intérieur. L'Agence nationale de la prévention civile nous donne des explications sur les risques encourus. C'est sur des propos recueillis par Ulvaïs Balogun et Alexis Kenom. L'alerte n'est pas venue à ce niveau. C'est une institution interministérielle composée de la DGO, la Direction générale de l'eau, l'IROM, l'Institut de recherche halieutique et océanologique du Bénin et la Météo Bénin.
C'est eux réunis au sein du projet SAP Bénin. Le projet SAP Bénin, c'est un projet qui prend en compte 5 aléas hydroclimatiques qui sont l'inondation, la sécheresse, les vents forts, l'érosion côtière et le niveau élevé de la mer. Donc c'est ces institutions qui se réunissent et qui donnent l'alerte grâce à des bouées, à des instruments de mesure qui sont à nos côtes, qui sont sur nos côtes au niveau de la mer. Et lorsqu'ils donnent l'alerte, ils préviennent la NPC qui est chargée au fait de faire la diffusion selon le protocole normalisé de communication en cas d'alerte hydroclimatique. Donc c'est dans ce cadre que M. le ministre a communiqué pour donner l'alerte. Et comme il a dit, c'est des mesures préventives. Nous avons beaucoup de nos parents pêcheurs qui se rendent à la mer et qui font 2 à 3 jours sur la mer pour faire de la pêche. Il s'est avéré déjà qu'en 2014, 2015, nous avons connu des décès parce que les ministres d'alors avaient lancé l'alerte, mais les gens se sont rendus à la mer et ils ont perdu la vie. Donc, ils lancent également l'alerte aujourd'hui pour que ces pêcheurs-là ne s'y rendent pas, que la situation revienne encore à la normale. Voyons cette main tendue au FIR de la Donga. Une délégation du Bureau d'appui aux artisans s'est rendue les 15 et 16 juin dans les communes de Basila, Waké, Kopargo et Djougou. L'objectif de cette descente sur le terrain, procéder à la remise de kits d'installation et de parchemin aux 40 filles vulnérables parrainées par l'ONG Osiwa. Le reportage de Ghislain Poguet. Elles sont au total 40 filles des 40 communes des départements de la Donga à recevoir leur attestation de fin de formation professionnelle et du matériel de travail. La cérémonie itinérante de remise a été organisée à Djougou, Basila, Waké et Kopargo. Pour la couture, c'est constitué d'une machine à coudre avec accessoires, un fer à repasser à charbon, 2 paires de ciseaux en acier inoxydable, un ensemble de règles à tracer, de perroquets et de patrons, une table de coupe et de repassage, une chaise et un banc. D'un coût global de 9 622 430 francs CFA, à raison de 2 405 607 francs par commune. Le présent don est un soutien à la bonne pratique des notions acquises par les bénéficiaires. Un pari gagné grâce au projet Wendia Wofaba, entendez portant secours aux filles en langue d'Indi. C'est un projet d'insertion professionnelle, pas apprentissage. Des filles financées par l'ONG américaine Osiwa. À l'avènement du projet Wendia Wofaba en 2014, les filles bénéficiaires avaient été identifiées, écoutées puis orientées vers les métiers de leur choix aux frais de l'ONG Osiwa, une initiative qui participe à la lutte contre le chômage dans la Donga. Cette œuvre va beaucoup contribuer à éradiquer le phénomène d'exode de nos jolies petites filles. Grâce aux efforts de l'ONG Osiwa et du Bureau d'appui aux artisans, ces filles sont désormais titulaires du certificat de qualification au métier CQM. Nous sommes comblés ce jour en recevant les équipements et matériels nécessaires à notre insertion professionnelle. En 2 années de mise en œuvre, le projet Wendia Wofaba reste satisfaisant et offre en perspective un grand espoir pour les artisans. Et cette assemblée générale, c'est désormais une habitude pour les responsables de microfinance, le mutualiste, de se retrouver chaque année pour échanger sur l'état de la structure. Une assemblée générale a été organisée à cet effet ce samedi, où ils ont relevé les difficultés, puis envisagé les projets pour une bonne marche de l'institution. Cécile Ondé, Francis Faton. Cette assemblée générale des membres du Mutualiste Finance est consacrée au bilan des activités menées en 2016. C'est aussi l'occasion pour les responsables de confirmer le bon fonctionnement de la structure et les progrès réalisés. Révéler l'institution au plus grand nombre, l'un des objectifs de ces assises. Le Mutualiste Finance, à ce jour, compte à son actif, en plus de son agence principale basée à Batito, 7 autres points d'activité aujourd'hui. Nous sommes présents à Parakou, Boïcon, à Kassato, Paou, Porto Novo, Ruiho et nouvellement au Carrefour Iita. De grandes institutions commencent à s'intéresser à nous. Responsables et sociétaires sont satisfaits des résultats obtenus. Ils se donnent d'autres challenges. Le Mutualiste Finance, comme les autres structures modernes, doit faire face aux défis
de la nouvelle technologie de l'information et de la communication NTIC, le Mutuelle Finance est tenu d'honorer le rendez-vous de la finance digitale et de la micro-assurance. Le mutualiste est une institution financière décentralisée d'épargne et d'octroi de crédit. L'institution aura 21 ans d'existence en juillet prochain. Et la FESECAM, toujours dans la fièvre de la célébration de ses 40 ans d'existence, accompagne le centre hospitalier universitaire CHUMEL dans ses prestations. Elle lui a fait don de matériel et d'équipements médicaux. Plus de précisions avec Héloïse Winator, Mylène Fanou et Rosemont Tchapoué. Regardez. La FESECAM soulage le CHUMEL. Des équipements médicaux, des matériels et mobiliers de bureau gracieusement offerts au centre hospitalier et universitaire de la mère et de l'enfant pour optimiser sa prestation. Valeur estimée 10 millions de francs CFA. Au-delà de la démarche proprement dite que du geste lui-même, ce don combien important est bienvenu. Le CHUMEL éprouve depuis un moment, je dirais quelques années, le besoin de matériel dans tous les domaines. Ce don nous appuiera dans la démarche qualité à laquelle le centre s'est engagé depuis 12 ans et contribuera à coup sûr à la fourniture des soins de qualité pour le bien-être des populations. C'est en effet depuis 2015 que la Fédération des caisses d'épargne et de crédit agricole mutuel a identifié ce centre et a promis l'appuyer. C'est aujourd'hui une réalité au moment où l'institution financière fête ses 40 ans d'existence. La cérémonie de ce jour a été possible grâce à vous. Oui, grâce à vous. Sans vous, la CECAM ne saurait exister. C'est pourquoi j'invite encore toute la population béninoise des différentes contrées à faire confiance à la CECAM. Les bénéficiaires prennent le pari d'en faire une utilisation efficiente et au profit des patients. Suite de cette édition en ce jour consacrée à la journée de la drépanocytose. La drépanocytose, l'autre mal inconnu, Héloïse Winator et Yves Agodopessi ont rencontré le docteur Tatiana Baglo, nématobiologiste, qui aborde les symptômes du mal. Suivons ensemble ses explications. La drépanocytose est une maladie héréditaire qui est caractérisée par la présence d'un type d'hémoglobine qui est anormal, c'est-à-dire l'hémoglobine S, au lieu de l'hémoglobine A. Le froid, dans cette période de l'année, par exemple, on a beaucoup de patients hospitalisés pour des crises vaso-occlusives. Il y a le stress. Les enfants en période d'examen, très souvent, développent des crises vaso-occlusives. Il y a les infections. Quand les patients ont le paludisme ou une infection, quelle qu'elle soit, il y a des fois où les patients peuvent se lever le matin et commencer par uriner Coca-Cola. Cette émission d'urine foncée peut amener les drépanocytaires qui sont déjà le plus souvent anémiés à être beaucoup plus anémiés, c'est-à-dire l'anémie s'aggrave. Il y a une autre complication qui est aussi grave, c'est le priapisme. Le priapisme chez les drépanocytaires se retrouve beaucoup plus chez les garçons parce qu'il s'agit d'une érection douloureuse, sans excitation sexuelle. Donc, dès que les enfants ont cette érection douloureuse ou les drépanocytaires ont cette érection douloureuse, ils doivent immédiatement venir à l'hôpital, si possible dans les 3 heures, même plus tôt. Quand on est drépanocytaire, on n'est pas bien suivi. Très rapidement, on peut développer une insuffisance rénale. Prenons à présent la direction du zoo pour parler de cette assemblée générale pour le développement économique et social, culturel de la commune de Savalo-Codès-CS. Les travaux ont eu lieu ce samedi dans la localité, occasion pour le bureau sortant de présenter son rapport d'activité. Gilles Danso, Ernest Etego. La crème intellectuelle de Savalou réunit ici dans sa grande majorité un seul creuset, Conseil pour le développement économique, social et culturel de la commune, CODES-CS. Une seule vision, le développement. Le 13 août 2005,
nous avions affirmé que notre association pour le développement de la commune apportait l'espoir pour vaincre la fatalité qui nous a fait tant de mal. Le maire de Savalou procède à l'ouverture officielle de cette assemblée générale. Mettons tout en œuvre pour une association effectivement apolitique qui évite de se surcharger avec les intrigues de la politique politicienne. Le tout converge vers le développement intégré et durable de Savalou. L'association de développement supplie, complète toutes les actions, les structures politiques de la région pour revendiquer et faire ce qui doit être fait par rapport à la commune. Vous avez remarqué aussi le nombre de personnes qu'il y a aujourd'hui qui démontrent justement de la préoccupation qu'a chaque citoyen savalois du développement de sa commune. C'est vrai que vous avez eu l'occasion de me voir sur des essais, notamment au travers de ma fondation, parce que je pense que le développement, aujourd'hui, en tout cas dans notre contexte africain, doit se faire à la base. Le développement, s'il n'est pas pensé à la base, le pouvoir central ne pourra pas s'inspirer de suffisamment de spécificité de la localité. Donc, il est important que chaque commune puisse travailler à organiser les forces vives, donc notamment la société civile, pour accompagner nos élus, nos administrés, pour réussir donc, le développement de la commune. Est attendu dans les tout prochains mois le renouvellement du bureau exécutif du CODES-CS. Autre actualité à présent, le président du Conseil économique et social centrafricain était ce matin au cabinet de son homologue du Bénin, fraîchement élu à la tête de cette institution. Alfred Poloko a choisi le Bénin comme première destination pour une soirée, une série de prises de contact avec ses pairs de la sous-région. Écoutons Alfred Poloko à l'issue de l'audience au micro de nos collègues. Je suis venu rendre une visite de courtoisie au président du Conseil économique et social, qui est l'un de nos doyens dans cette responsabilité, en vue de recueillir quelques avis, quelques conseils, dans le cadre de la mission que le peuple centrafricain nous a confiée désormais à la tête de cette institution sœur, le Conseil économique et social de la République centrafricaine. Vous savez que le Bénin est une référence en Afrique dans plusieurs domaines. Le Bénin force l'admiration des autres pays africains du fait aussi de sa stabilité institutionnelle, du fait aussi de sa tradition démocratique. Je pense que c'est autant d'atouts qui peuvent inspirer effectivement les autres peuples africains, et je pense que dans le cas de la RCA, nous avions pensé que c'est un pays modèle que nous pourrions aussi visiter afin de profiter de vos expériences. Allons à la découverte des arts martiaux chinois. Soirée de démonstration des arts martiaux chinois au Centre culturel chinois. L'objectif est de montrer au public béninois ce sport qui fait partie du patrimoine immatériel de la Chine. Blaise Adampo et Carlos Opati. Un combat des arts martiaux devant un public. Les pratiquants à leur passage sur scène font preuve de maîtrise parfaite des techniques des arts martiaux. Une démonstration collective des adultes, des enfants. Démonstration également des techniques de combat des adultes et des enfants. L'événement est l'œuvre du Centre culturel chinois. Les arts martiaux font une partie très importante du patrimoine culturel et immatériel chinois. Donc on va exporter au public béninois les arts martiaux chinois. Parce que les arts martiaux chinois, ce n'est pas seulement un sport, c'est aussi un patrimoine culturel. Le passage individuel était aussi au rendez-vous avec le sabre, le pouto, le mouchaku, et même sans les outils. Dans les arts martiaux chinois, nous trouvons la santé, et dans le côté spirituel, il y a la maîtrise de soi-même, il y a la vivacité, on est dynamique, on est vif. Dans les arts martiaux, nous transpirons et nous travaillons dans les règles de l'art. Ça veut dire que nous ne travaillons pas en torturant notre corps. Nous
travaillons l'exercice physique et en plus les arts martiaux chinois. Cette soirée de démonstration des arts martiaux vient clôturer la semaine culturelle chinoise. Eh bien, c'est sur ces belles images que nous mettons un thème à cette édition. Le programme prévoit à 21h le documentaire Océan Vert, Mer de misère, suivi de 2 feuilletons, Les choix de l'amour et Oui Vautio. Retrouvez l'édition du soir avec Héloïse Winato à 23h. Merci de nous avoir suivis. L'ORTB passe en vous. Prenez le prochain rendez-vous du journal de 20h avec G6.